Suite à la passation du test de féminité, toute sportive recevait ce qu'on appelait un certificat de féminité ou un passeport de féminité, qui était considéré valable à vie. Et donc on s'est aperçu des dysfonctionnements du test du corpuscule de Barre avec le cas de Maria Patino. Il s'est avéré que Maria Patino a passé le test dans les années 60 avec succès et 2 ans plus tard, elle se rend à une compétition internationale et elle échoue au test de féminité. Elle a dû le repasser parce qu'elle avait oublié son test, son certificat de féminité. Maria Patino s'est battue afin d'être réhabilitée, elle longtemps, elle a écrit de nombreux articles, etc. Et il s'est avéré qu'elle présentait ce qu'on appelle un syndrome d'insensibilité aux androgènes. Donc elle également a été réhabilitée, réautorisée à concourir au sein des compétitions sportives, mais c'est le même problème que pour Eva Klobuchowska. Ces athlètes, je laisse imaginer l'humiliation, l'état dans lequel on peut se retrouver lorsqu'on nous annonce que finalement on n'est pas considéré comme une vraie femme et qu'on est exclu des compétitions sportives. Ces athlètes n'ont jamais retrouvé leur niveau de départ et n'ont jamais réintégré la compétition sportive. Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, brouiller les catégories et défaire la bicatégorisation sexuée, c'est-à-dire prôner une mixité, n'est pas possible. Dans le sens où, pour des raisons culturelles, sociales, historiques, si on se plonge dans l'histoire de l'accession des femmes aux activités physiques et sportives, on se rend compte que les femmes ont énormément de retard. À l'heure actuelle, de ce fait, tous les records olympiques et même mondiaux, dans toutes les disciplines, sont masculins. Qu'est-ce qui constitue la beauté du sport finalement? Qu'est-ce qui éveille les foules? C'est l'incertitude du résultat. Donc si on brouille les catégories, si on met les femmes, si on demande aux femmes de concourir avec les hommes, l'incertitude du résultat, à mon sens, ce qui constitue le sport, va être mise en danger. Multiplier les catégories est un projet impossible. Si on fait une catégorie par hormone, si on va devoir également faire une catégorie par taille pour toutes les disciplines, on va devoir faire une catégorie par élasticité musculaire, par taille de pied, ça peut être un avantage en natation, etc., etc., etc. Donc pour moi, les Jeux Olympiques dureront peut-être 2 ans, ce qui est à l'heure actuelle impossible. Ce que moi, je voudrais défendre à l'heure actuelle, c'est que ces femmes qui ont un avantage endogène naturel, à savoir qui produisent plus de testostérone que la moyenne, puissent concourir dans la catégorie de leur choix. Elles se vivent en tant que femmes, elles se sont entraînées en tant que femmes, et elles n'ont pas envie d'être finalement niées dans leur identité sexuée propre, puisque c'est un petit peu ce qu'on leur dit. Vos performances et vos records sortent de la norme, de ce qu'on attend d'une femme, donc vous rentrez dans une autre catégorie. Enfin, moi, depuis toute jeune, mon rêve absolu, c'est d'être championne olympique. En athlétisme. J'aurais donné beaucoup pour cet été, lors des JO, être dans les starting blocks face à Caster Semenya, puisque j'étais coureuse de 800 mètres. La question que alors je me pose, c'est est-ce que j'aurais fait partie de ces gens qui crient au scandale en disant « elle a un avantage, c'est pas normal, elle produit plus de testostérone que moi et que la moyenne des femmes ». Finalement, j'y aurais répondu en disant non, puisque je n'ai pas pu arriver à ce haut niveau, malheureusement, et j'ai pris très tôt conscience des inégalités endogènes naturelles. On est avec certains avantages ou pas, et donc il faut accepter, c'est la beauté du sport, il faut accepter qu'on trouve plus fort que nous, tout simplement. Il y aura toujours un vainqueur, et en plus, ce qui est dérangeant dans cette idée de réguler cet avantage physique, c'est que le sport pousse à toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Donc pourquoi réguler les performances de ces athlètes qui produisent plus de testostérone que la moyenne, puisque ça les pousse à justement aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Et ma dernière chose, c'est qu'il y a une étude qui est sortie dans les années 2000 qui prouve que les athlètes qui présentent ce qu'on appelle une résistance aux androgènes sont surreprésentés en athlétisme. Résistance aux androgènes, c'est-à-dire que leurs récepteurs n'assimilent pas
vraiment la testostérone. Et donc, si on part de ce principe-là, pourquoi alors aller exclure dans des compétitions d'athlétisme ou ailleurs ces athlètes qui produisent plus de testostérone que la moyenne, puisqu'on voit bien que la testostérone, le taux d'androgène n'est peut-être pas la molécule clé et maîtresse dans les compétitions d'athlétisme. Donc, à mon sens, ce règlement au sujet de l'hyperandrogénisme féminin ne tient pas et n'a pas de sens.